L'anime débute avec Kelvin, le protagoniste, qui nous raconte être décédé suite à une erreur divine. Grâce à cela, il a eu la chance de recommencer une nouvelle vie dans un autre monde. Le jeune homme nous confie avoir déjà sélectionné ses futures capacités, même si cela implique de perdre tous ses souvenirs passés. Finalement, après un flash de lumière, nous le voyons arriver dans son nouveau monde. À son arrivée, il se sent confus, car il ne sait pas où il est à cause de sa perte de mémoire. Mais soudain, un écran flottant apparaît devant lui. Dès qu'il touche le bouton de démarrage, la déesse l'informe de sa réincarnation dans un nouveau monde, lui expliquant toutes les implications. Elle lui révèle ensuite que ce monde est dominé par les épées et la magie, et qu'il détient désormais les capacités qu'il a lui-même sélectionnées. Ensuite, Kelvin suit les instructions de la déesse et parvient à consulter ses statistiques et ses capacités via le menu. Après avoir vu qu'il avait fait les bons choix, il est excité à l'idée de vivre cette aventure en tant qu'invocateur. Ensuite, la déesse lui dit qu'il doit se rendre dans la ville voisine pour s'inscrire à la guilde des aventuriers. Le protagoniste part alors à travers la forêt, et en chemin, il demande à l'écran si elle l'accompagnera dans son voyage. L'écran, qui se présente comme Melfina, répond qu'elle l'accompagnera, puisqu'il lui a demandé de lui servir d'assistante. Plus tard, ils atteignent enfin la ville de Ptart, où Kelvin révèle qu'il a appris la vérité sur sa mort. Elle a été causée par un autre dieu. Avant de se réincarner, il avait demandé à Melfina, la déesse de la réincarnation, d'intervenir. Malgré cela, il ne se souvient plus de son apparence. Pendant qu'il traverse la ville, Melfina raconte sa vie au protagoniste. Quand il voit son reflet dans une fenêtre, il est très content de son apparence. Melfina lui dit qu'il a renoncé à ses souvenirs en échange de plus de points de compétence et que c'était une décision qu'il a prise de lui-même. Dans la scène suivante, après avoir entendu tout ce que Melfina lui a dit, y compris qu'il était tombé amoureux d'elle, Kelvin devient curieux. Il demande s'il peut l'invoquer, mais elle répond qu'il ne peut pas, car il manque actuellement de la puissance magique requise. Finalement, tous deux arrivent à la guilde des aventuriers, où le protagoniste observe le grand nombre de personnes cherchant du travail. Il procède à son inscription, remplissant le formulaire seul et révélant qu'il possède la capacité de langage et d'écriture. Mais avant de le faire, Melfina l'arrête et le prévient de bien réfléchir s'il veut vraiment s'inscrire comme invocateur. Elle explique que cette profession est extrêmement rare, un seul par pays en général, donc si les autorités découvrent son identité, les dirigeants risquent fort de s'intéresser à lui. Kelvin pense que cela causerait des problèmes et décide de s'inscrire comme mage vert à la place. La réceptionniste accepte ses documents et lui remet ensuite une carte de membre de rang F, puisqu'il vient de s'inscrire. Elle explique au protagoniste que les rangs d'aventuriers varient selon le niveau, F étant le plus bas et CES le plus élevé. Elle l'informe également qu'en fonction de son rang, il ne peut accepter que des quêtes d'un rang supérieur au sien. Cependant, s'il échoue à une mission, il devra payer une pénalité. C'est pourquoi il doit être prudent jusqu'à ce qu'il accomplisse 10 quêtes, après quoi il sera éligible à une promotion de rang. Enfin, elle lui dit qu'à partir du rang C, il devra passer des examens pour monter de niveau. Maintenant, Kelvin demande quels sont les emplois de rang F disponibles. Et après avoir examiné la liste, Melfina lui recommande d'aller chasser des slimes bleus. Après avoir quitté la guilde, nous voyons que le protagoniste a acheté un bâton en bois avec un pouvoir magique mineur, dépensant presque tout son argent. Plus tard, le protagoniste se rend au lieu de la quête et arrive à l'endroit où se trouvent les slimes. Kelvin utilise sa capacité Whale d'évaluation pour recueillir des informations sur ses cibles, se préparant à initier un pacte d'invocateurs. Melfina explique que la cible invoquée doit accepter le contrat. Cependant, face à des monstres incapables de parler, il doit d'abord les affaiblir au combat, sans les tuer, avant de leur présenter le contrat, qu'ils accepteront alors instinctivement. En apprenant cela, Kelvin passe à l'action, seulement pour découvrir que les monstres sont bien plus coriaces qu'il ne l'avait imaginé, rapides, agiles et difficiles à maîtriser. Usant de son intelligence et de sa vitesse, Kelvin parvient à affaiblir un slime et tente de former un pacte d'invocation. À sa surprise, il sent soudain son corps s'affaiblir. Melfina explique qu'initier un pacte consomme la moitié de ses points de magie, qu'il réussisse ou non. Heureusement, après un bref instant, le pacte est conclu avec succès. Kelvin nomme sa nouvelle invocation Cloto. Maintenant lié à sa première créature invoquée, Kelvin est surpris de ressentir les émotions de Cloto et réalise qu'il se sent heureux. Kelvin décide d'invoquer Cloto pour la première fois pour l'aider à accomplir la tâche. Cloto est excité quand il découvre qu'il doit combattre et tuer d'autres slimes. Après tout, c'est le seul moyen pour lui de monter de niveau. Après quelques recherches, ils parviennent à localiser les slimes restants, et Kelvin expose le plan pour qu'ils puissent les éliminer ensemble. Ensuite, tous deux attaquent simultanément, battant facilement leurs ennemis. Kelvin est surpris par la puissance de Cloto, ce qui amène Melfina à révéler que grâce à sa classe d'invocateur de rang S, Cloto a reçu un bonus de 100 à toutes ses statistiques, le rendant incroyablement fort. Maintenant, Kelvin comprend pourquoi les invocateurs sont si recherchés, et Melfina ajoute qu'il est le seul invocateur de rang S existant. Dans la scène suivante, le protagoniste traverse la ville, portant la récompense de la tâche. Alors qu'il cherche l'auberge recommandée, Kelvin croise un marchand d'esclaves dans un couloir, accompagné d'une jeune elfe. La tristesse de la jeune fille attire son attention.
La scène change, et le protagoniste arrive à l'auberge du champ spirituel, où Claire l'accueille. Kelvin arrive dans sa chambre et se plaint qu'elle n'a pas de salle de bain. Ce à quoi Melfina répond que seuls les riches peuvent s'offrir un tel luxe. Le protagoniste jure qu'un jour, il vivra dans un endroit avec un vrai bain, puis il sort manger. Dans la scène suivante, Kelvin nous dit que grâce à sa compétence de double expérience, lui et Cloto ont tous deux monté de niveau. C'est pourquoi il a décidé d'apprendre la capacité camouflage, une compétence de rang D qu'il prévoit d'élever au rang B afin de pouvoir vivre paisiblement. Plus tard, le protagoniste se rend à la guilde, où Anju le félicite d'avoir atteint le rang E et admet être surprise qu'il n'ait pas formé de groupe. Mais Kelvin sait qu'il ne peut pas rejoindre un groupe, car cela révélerait qu'il est un invocateur. Cependant, même s'il ne veut pas attirer l'attention, son avancement rapide de rang fait que d'autres aventuriers commencent à parler de lui. Anju se demande même s'il ne serait pas un mage de cour d'un autre pays qui aurait fait une erreur, et elle lui en parle. Le protagoniste répond qu'il ne peut pas parler de son passé et lui demande ensuite un travail de rang D. C'est alors que Cashel les interrompt et suggère que s'il veut un travail de rang D, il devrait aller combattre le chevalier fantôme noir. Cashel le félicite ensuite pour sa promotion de rang, tout en se vantant fièrement d'être un aventurier expérimenté. Mais le protagoniste ignore sa salutation et lui demande qui il est. Il répond qu'il est Cashel, un aventurier de rang D, ce qui provoque des murmures parmi les spectateurs. Ils commencent à chuchoter que Cashel a la force d'un rang B et est connu pour aimer se débarrasser des nouveaux venus. Cashel, imperturbable face aux rumeurs, les ignore et invite le protagoniste à rejoindre son groupe pour chasser le chevalier fantôme noir. Pendant ce temps, Anju intervient et avertit le protagoniste que le chevalier est plus fort que beaucoup de gens, bien qu'il soit considéré comme une menace de rang D, et cela le rend très dangereux. Mais Kelvin, indifférent aux inquiétudes de tous, dit à Cashel qu'il déclinera son offre. Puis il utilise son œil d'évaluation pour vérifier les statistiques de Cashel et découvre qu'il détient le titre d'assassin. Kelvin est alarmé par cela, et quand il voit que Cashel n'acceptera pas un non, il décide de proposer une compétition entre eux. Le protagoniste le défie de voir qui peut vaincre le chevalier en premier, et ajoute qu'il compte y aller seul. L'aventurier de rang D accepte le défi et s'en va. Notre protagoniste est satisfait d'avoir obtenu ce qu'il voulait et avoue être curieux du groupe de Cashel. Pendant ce temps, Cashel s'approche d'un de ses coéquipiers et lui demande des informations sur le nouveau. Son coéquipier, qui possède un œil d'évaluation de rang C, lui dit que le gamin est très fort. Si fort en fait qu'il ne peut pas l'analyser. Rage les interrompt et demande à Cashel de le laisser combattre le nouveau venu, afin qu'il puisse le battre comme il l'a fait avec le dernier. Mais Cashel refuse et leur parle du défi que Kelvin a proposé, ce qui excite Jim et les rages. Dans la scène suivante, nous sommes transportés au château des esprits maléfiques, où le groupe de Cashel est choqué de trouver tous les monstres déjà morts. Soudain, le protagoniste apparaît, ce qui fait penser au groupe qu'ils ont compris quelles sont ses capacités. À ce moment, Kelvin leur indique la porte où le chevalier attend probablement. Le groupe de Cashel se moque, pensant qu'il le fait, car il ne peut vaincre le chevalier seul. Cependant, le protagoniste révèle avoir découvert leur plan, et c'est pourquoi il veut les affronter immédiatement. Jimmel s'inquiète en réalisant qu'ils ont été découverts, et demande au protagoniste s'il est un chasseur de primes. Kelvin est surpris d'apprendre qu'ils sont des hommes recherchés, et leur souhaite sarcastiquement bonne chance face à lui. Le protagoniste provoque Rage à attaquer, et la brute, cédant aux taquineries, tombe droit dans le piège de Kelvin. Cashel et Jimmel sont alarmés de constater que le protagoniste est bien plus fort qu'il n'y paraît, surtout lorsqu'il déchaîne une compétence que même Jimmel, incapable de la détecter, ne parvient pas à identifier. En voyant les premières attaques de Kelvin, Jimmel décide de fuir, soupçonnant que le débutant cache quelque chose de bien plus dangereux. Cashel, déterminé à prouver sa force, choisit de rester et de combattre. Pendant ce temps, Kelvin envoie Cloto, désormais un slime glouton évolué, à la poursuite de Jimmel, qui panique à sa vue. Alors que Jimmel tente de s'échapper, Kelvin se remémore son choc d'il y a quelques jours, quand Cloto avait évolué en une créature de classe roi-démon quasi légendaire. Cloto, de son côté, bat sans effort sa cible, ce qui met Rage en rage, qui parvient à se libérer du piège de Kelvin, mais quand Rage charge Cloto, le slime le met facilement à terre. Ensuite, nous voyons Cashel s'approcher dangereusement du protagoniste, mais Kelvin le bat rapidement, lui infligeant de lourdes blessures sans transpirer. Kelvin a réalisé que lui et son groupe chassaient des aventuriers au lieu de monstres pour monter de niveau rapidement. Il décide de les réprimander et de les emmener à la guilde. Puis il part affronter le chevalier fantôme noir, Gérard, et s'enthousiasme à l'idée de l'avoir dans son équipe. Alors, au lieu d'attaquer, il choisit de se présenter et de lui offrir un pacte d'invocation. Gérard l'accueille amicalement, touché qu'il ait choisi de lui parler, et lui raconte sa vie. Après une longue discussion, le protagoniste lui rappelle son désir de pacte. Gérard, trouvant l'idée de servir un autre roi intéressante, propose à Kelvin de prouver ses capacités avant d'accepter. Pendant le combat, tous deux sont surpris de voir les capacités de l'autre. Soudain, sous la pression de l'attaque du protagoniste, Gérard se souvient de son passé dans le pays d'Alcarl, qui fut attaqué par une nation d'elfes qui les vainquit en quelques jours. C'est pourquoi il avait dû quitter le pays, s'occupant de sa fille Connie. De retour au présent, Gérard gagne en force en se remémorant son désir de vengeance,
surprenant le protagoniste qui, avec Clotho, a dû déployer presque toute sa puissance pour attaquer directement le chevalier. Le lendemain, le protagoniste se rend à la guilde pour réclamer sa récompense. Tous le remercient d'avoir géré le chevalier et le groupe de Cashel, également emprisonnés. Pendant les célébrations, Anju l'approche pour l'informer d'une promotion spéciale. Le maître de guilde le remerciera personnellement pour ce travail très difficile. Alors que le protagoniste se rend auprès de lui, nous apprenons que Gérard a bien accepté le pacte avec Kelvin. Le protagoniste rencontre ensuite Léo, le maître de guilde, qui souhaite lui poser des questions, le soupçonnant de venir d'un autre monde. Mais usant de son œil perçant, le protagoniste analyse Léo en retour et découvre qu'il est incroyablement puissant. Kelvin craint alors que Léo ne sache désormais qu'il est un invocateur. Puis, autour d'un thé, le protagoniste, interrogé, regrette de ne pas avoir été plus prudent. Mais Gérard lui conseille de rester fort et de saisir l'occasion de se lier d'amitié avec des personnes à qui il peut confier son secret. Kelvin décide de suivre son conseil et loue Léo après lui avoir demandé pourquoi il n'avait pas arrêté le groupe de Cashel plus tôt. Léo s'excuse et explique que Cashel est un noble du pays militaire de Trison, il ne pouvait donc pas agir hâtivement sans preuve. Cependant, il révèle que Cashel était sur le point de faire quelque chose contre lui et avoue qu'il est content de ne pas avoir eu à s'impliquer. Après avoir entendu cela, Kelvin lui demande d'aller droit au but. Le maître de guilde lui dit de ne pas le considérer comme un ennemi, car il souhaite en réalité être son ami. Il ajoute avoir déjà rencontré des gens d'un autre monde, ce qui étonne le protagoniste, réalisant qu'il n'est pas le seul. Léo lui dit que certains d'entre eux étaient les héros du Saint-Empire de Duramis, ce qui rappelle à Melfina que c'est elle qui les a réincarnés. Le maître poursuit son récit, disant que la prêtresse de Daramis avait prophétisé que le roi démon approchait. Pour cette raison, il pense que maintenant les monstres de tous les continents sont très violents, et il veut se concentrer sur leur défaite si le roi démon revient. Le protagoniste demande s'il lui est demandé de protéger tout le monde au lieu des seuls héros. Le maître de guilde répond par l'affirmative, car peu sont capables de gérer des missions de rang B ou supérieur. En échange, il lui offre une meilleure rémunération et une promotion de rang, lui permettant de choisir ses missions préférées. Kelvin est surpris par tant d'avantages, puis Léo révèle ses véritables intentions. Il émet alors une menace subtile, affirmant lui offrir toute la liberté s'il accepte, pour qu'il n'ait pas à traiter avec les nobles. Grâce à ses capacités, Léo promet de le mener au sommet, avant que quiconque ne le force à rejoindre une autre cause. En entendant cela, le protagoniste accepte sa proposition de coopération. Plus tard, il retourne à l'auberge, où Claire le félicite pour sa promotion au rang B. Pour célébrer, elle lui annonce un plat d'accompagnement supplémentaire au dîner, ce qui le remplit d'excitation. Pendant ce temps, Kelvin déjeune dans sa chambre et demande à Melfina de lui raconter l'histoire des héros qu'elle a réincarnés. Elle lui explique qu'en écoutant la prêtresse, elle a trouvé des personnes adéquates et les a fait se réincarner ici, ils doivent donc déjà avoir un bon niveau. Puis elle lui demande de ne pas s'impliquer, disant que le roi démon n'a rien à voir avec lui et qu'elle est déjà fatiguée de s'en occuper. Cependant, le protagoniste, rappelé de la bataille avec Gérard, s'enthousiasme à l'idée des héros et des rois démons. Il demande à Clotho de lui remettre la récompense de son inventaire, puis part faire des courses. En chemin, il révèle son intention d'acheter un esclave. Cela surprend ses invocations, et Kelvin explique à Gérard qu'en voyant le marchand, il a pensé qu'un esclave mentionné par Melfina améliorerait son groupe. Le protagoniste estime que, pour affronter des ennemis comme Gérard, il doit acquérir toute la force possible. Il sait aussi que les esclaves ne peuvent utiliser leurs points de compétence sans la permission de leur propriétaire. Il lui en faut donc un sans propriétaire antérieur pour que ces points restent intacts. Finalement, le protagoniste arrive chez le marchand d'esclaves et découvre que la jeune fille demi-elfe a une malédiction qui brûle quiconque la touche. À cause de cela, il décide d'utiliser son œil perçant pour examiner ce qui se passe et réalise qu'elle a toujours ses points de compétence intacts. C'est pourquoi il demande à Melfina ce qu'il faut pour briser la malédiction qu'elle porte. Après avoir appris cela, il va trouver quelqu'un qui peut l'aider. Plus tard, il revient et demande au marchand d'esclaves de la lui vendre, ce qui surprend le marchand, car il pourrait se blesser. Cependant, le protagoniste insiste et parvient à acheter la demi-elfe qui, en quittant sa cage, est émerveillée par le monde. Elle le remercie de l'avoir acheté et se présente comme Éthyle, lui expliquant qu'elle est esclave depuis toujours, vendue à la naissance à cause de sa malédiction. Mais le protagoniste s'approche d'elle et guérit la malédiction, la faisant pleurer d'émotion, sachant qu'elle ne blessera plus personne à cause de cela. Kelvin révèle qu'il a utilisé ses points de compétence restants pour apprendre la compétence de bénédiction de rang A afin de la guérir. Cette nuit-là, le protagoniste retourne à l'auberge et demande à Claire de trouver des vêtements pour Éthyle après le dîner. Claire, agacée, répond qu'elle lui trouvera immédiatement des vêtements, car une telle mignonne ne peut pas être vêtue de haillons. Claire l'emmène ensuite prendre un bain pour la présenter dignement au protagoniste. Quand il la voit, il est stupéfait par sa beauté, rendant Éthyle nerveuse après sa réaction. Cette nuit-là, ils dînent ensemble, et le protagoniste la présente à ses invocations, lui demandant de garder le secret. Il lui a ensuite montré ses propres compétences,
et la laisser en choisir quelques-unes pour qu'elle apprenne à prendre des décisions. Bien que tout semblait bien se passer, le protagoniste a rencontré un problème. Aucun lit supplémentaire n'était disponible, il a donc dû dormir à côté d'elle. Nous voici dans la forêt pourpre sombre, un mois après l'arrivée d'Ethyle auprès du protagoniste. Kelvin nous raconte que durant cette période, ils ont travaillé et monté de niveau. Ethyle a dépensé ses points en clairvoyance et couture, lui permettant de créer sa propre tenue de combat. Pendant que nous regardons Ethyle effectuer une puissante attaque à l'arc, le protagoniste explique qu'elle a acquis une technique très forte. Plus tard, Kelvin et ses compagnons retournent à la guilde pour réclamer leur récompense. Anju dit au protagoniste que s'il termine une mission de plus, il pourra passer l'examen pour devenir rang A, ce qui rend Ethyle très heureuse. Le protagoniste la félicite d'avoir atteint le rang C et l'encourage à continuer de monter au rang B. Il rit aussi de ce qu'elle a fait lors de son dernier examen de rang, où elle a tiré une flèche dans la tête de l'examinateur, Erd. Plus tard, Anju parle à Ethyle d'une nouvelle confiserie qu'elle veut visiter avec elle. Ethyle accepte et invite le protagoniste à venir aussi. La scène change, et nous voyons Kelvin se plaindre d'avoir en quelque sorte accepté un rendez-vous, et si Melfina était là, elle le réprimanderait probablement. Il se souvient qu'elle est partie ce matin, prétextant devoir servir d'oracle. Puis Anju arrive là où le protagoniste attend, et ils décident d'attendre ensemble Ethyle. Soudain, Ethyle apparaît, stupéfiant le protagoniste et Anju par sa beauté. Plus tard, ils sortent prendre une collation, et Ethyle commence à agir comme une servante, ce qui met Kelvin mal à l'aise. Il lui demande gentiment d'arrêter, mais quand Anju voit Ethyle tenter de le nourrir directement, elle décide de l'imiter, laissant Kelvin embarrassé. Leur comportement attire l'attention des passants, qui se demandent si les trois sont pris dans un triangle amoureux. Entendant le remue-ménage, Kelvin décide de ramener la nourriture à l'auberge, ce qui surprend encore plus les spectateurs. Soudain, un noble leur dit que Connors ne devrait pas se comporter ainsi en public, et s'en prend à leur table. Le protagoniste, surpris, lui demande pourquoi il a agi ainsi, et les gardes du noble, qui servent un certain Tabra, lui ordonnent de s'agenouiller devant lui. Sous l'influence de ses gardes, Tabra se met à harceler Ethyle et exige leur reddition, promettant de pardonner leurs crimes s'ils obtempèrent. Cependant, le protagoniste déploie sa puissance, défait aisément les gardes, et Taber se met à trembler de terreur. Il décide alors de l'interroger sur sa présence à Ptart, et face au refus de Taber de répondre, Kelvin intensifie la pression. Sous cette pression grandissante, Taber finit par céder et explique être venu rencontrer Léo ayant entendu parler d'un grand aventurier résidant à Ptarth. Le protagoniste, manifestant sa surprise, rétorque que pour un prince, ses gardes sont étonnamment faibles. Tabra lui explique qu'à Trison, seuls les individus de talent détiennent le pouvoir lui-même et qu'il n'en fait pas partie. Et à cette nouvelle, le prince exige aussitôt qu'il se mette à son service. Malgré cette exigence, le protagoniste lui assène pour acquérir la gloire et refuse catégoriquement, affirmant qu'il ne le ferait pas même après sa mort. La scène suivante nous transporte à la cathédrale du Saint-Empire de Géramis, où la grande prêtresse sollicite la présence de Melfina. Dès son apparition, la toute première question de Neltina porte sur le sort des héros. Colette lui assure que tous se portent à merveille, et Neltina, les voyant, se réjouit de leur bon développement. Elle remplit ensuite son rôle d'oracle, révélant qu'elle perçoit une sombre présence menaçante sur le continent occidental. Pour cette raison impérieuse, les héros doivent y être dépêchés, mais ils devront absolument éviter d'approcher Tarte. Colette promet d'obéir à ses ordres, puis informe les héros des paroles de la déesse. Cette nuit-là, Ethel remercie le protagoniste de l'avoir secouru, mais au lieu d'accepter sa gratitude, il s'excuse platement d'avoir dormi à ses côtés. Étonnée, elle lui demande s'il ne la trouve pas attirante, après l'avoir entendu vouloir dormir dans un lit séparé. La voyant sur le point de fondre en larmes, Kelvin lui explique avec douceur qu'elle a le droit absolu de choisir avec qui elle partage son intimité. Eiffel lui confesse alors son amour, non pas seulement en tant que son maître, mais comme un homme. Elle l'aime plus que tout au monde. Profondément ému par ses paroles, Kelvin lui assure qu'elle est la plus belle jeune femme qu'il ait jamais rencontrée, et ils échangent un baiser. Le lendemain, Kelvin et Gérard passent en revue les informations qu'ils possèdent sur les héros. Il estime, à l'instar du reste du groupe, que les héros ne sont guère puissants, leur niveau étant encore bien trop bas. Le protagoniste se plaint, déclarant s'attendre à les voir au niveau 100, et s'interroge sur leurs activités durant tout ce temps. Melfina avoue être elle aussi déçue, se demandant s'ils seront seulement capables de vaincre le roi démon. Soudain, ils sont interrompus par Claire, qui recherche le protagoniste car la guilde a expressément demandé sa présence. Une fois sur place, Léo l'informe de l'apparition d'un démon dans une chambre secrète au sein de la grotte de l'ermite de Rangdé. Kelvin s'étonne que les aventuriers l'ayant découvert aient pu en revenir vivant, mais Léo précise que le démon était scellé. C'est pourquoi il souhaite que Kelvin vienne l'examiner, car il pourrait s'agir d'un démon de rang S. Voyant Kelvin hésiter, il ajoute qu'un voyou a récemment agressé le prince de Trison, ce qui risquerait de provoquer un conflit politique majeur. Grâce à l'habile manipulation de Léo, le protagoniste accepte la mission sans la moindre hésitation. Finalement, le protagoniste et ses amis parviennent à la grotte et y rencontrent l'instructeur Erd, accompagné de son groupe. Erd leur explique qu'ils ont érigé une barrière pour surveiller la zone, bien qu'ils doutent de son efficacité contre les démons. Kelvin lui ordonne de rester en faction pendant que lui et son groupe pénètrent pour investiguer.
Le groupe progresse dans la grotte durant un temps considérable, et sans qu'aucun ennemi n'apparaisse, le protagoniste commence à soupçonner qu'une situation étrange se déroule. Finalement, ils parviennent à une porte, et Kelvin perçoit 2 formes de vie à l'intérieur. En pénétrant, il constate que le sceau du démon est toujours intact, mais ils se retrouvent aussi nez à nez avec leur véritable adversaire, l'archidémon Victor. Il se présente, laissant le protagoniste complètement stupéfait, car un archidémon est assurément classé bien au-delà du rang B. Kelvin tente de deviner l'identité de la jeune fille à part à ses côtés, et Victor révèle qu'il s'agit de la propre fille du roi démon. Melfina soupçonne qu'elle est la fille de Gusta, le dernier roi démon, et est sidérée d'apprendre son existence, ignorant totalement qu'elle était encore en vie. Victor leur explique qu'elle fut gardée secrète et avoue son excitation face à une telle puissance. Il révèle ensuite qu'ils sont tombés droit dans son piège, car seuls les humains peuvent briser le sceau démoniaque. Cependant, il leur confie qu'il ne souhaite pas réellement qu'ils brisent le sceau, car il compte plutôt les dévorer et absorber leur puissance. Grâce à sa compétence gourmandise, Victor peut s'approprier les traits de ceux qu'il dévore. Kelvin suppose que Victor veut les manger pour devenir humain, puis libérer la jeune démone afin qu'elle devienne la nouvelle reine des démons. Mais Victor lui rétorque qu'il se méprend, qu'on le surnomme le glouton, et que son véritable objectif est de dévorer le démon scellé lui-même. En raison de leur connexion intrinsèque, le protagoniste cela quant à lui amplifierait une vive excitation à l'idée d'affronter un adversaire d'une gourmandise. L'archidémon trouve la réaction de Kelvin absolument fascinante au niveau et déclare d'un vouloir nouveau lui roi montrer démon. quelque chose qu'il appréciera grandement. Victor déploie sa magie noire pour invoquer l'armée d'Hadès, ressuscitant ainsi les morts présents dans la zone. L'armée d'Hadès se jette sur le protagoniste, mais elle est vaincue en un clin d'œil. Gérard fonce sur les ennemis restants et demande à Kelvin de le couvrir contre d'éventuels retardataires. Voyant son armée si aisément submergée, l'archidémon est fasciné par la manière de combattre du groupe de Kelvin et admet qu'il avait, dès le départ, soupçonné Kelvin d'être un véritable accro au combat. Avec un sourire éclatant, Kelvin confirme les soupçons de Victor et avoue ne pouvoir se contrôler. Mais Victor promet d'effacer ce sourire de son visage et, usant d'une diversion fumigène, lance son attaque. Le protagoniste parvient à le détecter et donne à Gérard des instructions précises pour sa défense, ce qui surprend grandement Victor. Il réussit néanmoins à porter un coup à Gérard, laissant Kelvin stupéfait par la capacité de l'armure à diviser par 2 les dégâts physiques. Victor frappe de nouveau, ne laissant cette fois aucune chance à Kelvin de détecter ses mouvements. Réalisant le danger imminent, Kelvin ordonne à Clotho d'attaquer, sachant que les assauts physiques ne l'affecteront pas. Cependant, même lorsque le protagoniste et Gérard unissent leurs attaques, l'archidémon se montre à la fois plus puissant et plus astucieux, parvenant à se libérer. Mais alors que Victor se croit sur le point de l'emporter, Kelvin ordonne à Éphile d'attaquer, le prenant totalement au dépourvu, car il n'avait pas réussi à détecter son camouflage. Pour parer la flèche enflammée d'Eiffel, Victor est contraint de sacrifier son bras. Cela crée l'ouverture parfaite dont Gérard a besoin pour porter un coup direct et sectionner l'autre bras de Victor. L'archidémon est stupéfait qu'il sait qu'ait pu lui infliger de tels dégâts. Mais avec un sourire narquois, Victor leur annonce que le véritable combat ne fait que commencer. Il révèle alors sa véritable puissance en entamant un chant incantatoire. Réalisant l'imminence du danger, Kelvin ordonne prestement à ses compagnons de frapper. Cependant, le protagoniste avant que ordonne à Victor Gérard ne de puisse déployer achever toute sa puissance l'incantation. pour défendre l'équipe. Mais ils sont et déjà gagner un trop temps tard. précieux. Et Victor transperce la défense du chevalier, et alors qu'il s'apprête à l'achever, dévastatrice. Aphel frappe pour soutenir son camarade. L'archidémon parvient à les contenir et se prépare à asséner un autre coup d'une puissance redoutable. Voyant cela, Kelvin déclare avec certitude qu'ils l'emporteront et ordonne à Clotho de passer à l'attaque. Le slime déchaîne alors toutes les armes maudites que Kelvin avait méticuleusement forgées grâce à sa compétence, gagnant ainsi un temps précieux pour le reste du groupe. Finalement, grâce à un assaut combiné et coordonné, le groupe parvient à affaiblir considérablement l'archidémon. Dans son dernier souffle, Victor aperçoit la fille du roi démon sur le point de périr, et il Victor se explique sacrifie avoir pour menti la protéger afin que de Kelvin tout combatte son être. avec l'intégralité de sa Le force. protagoniste Il s'approche confesse de ensuite que Victor Gustave et lui lui avait demande confié la jeune fille. pourquoi Il nous a assistons menti ensuite à un en flashback prétendant Victor vouloir était en charge dévorer de la l'entraînement de fille Sarah. de Gustave. Mais un jour, un héros attaqua le manoir, cherchant Gustave avec acharnement. C'est à ce moment précis que Gustave ordonna à Victor de protéger sa fille, Sarah. Gustave décida que pour la maintenir en sécurité, elle devait être scellée et seuls les humains pouvaient briser ce sceau, car contrairement aux autres espèces, les humains sont intrinsèquement faibles. De cette manière, si quelqu'un d'autre que le héros la découvrait, elle demeurerait en parfaite sécurité. Victor explique qu'à la mort de Gustave, sa magie s'est activée, transportant Sarah vers une terre lointaine où elle pourrait enfin vivre en paix. C'est pourquoi elle fut cachée en ce lieu, attendant la chute du héros, car Gustave avait l'intention de la libérer en une ère de paix et d'harmonie où elle pourrait s'élever en tant que nouvelle reine des démons. Acceptant désormais son échec, l'archidémon formule une ultime requête. Il demande à Kelvin de permettre à Sarah de rejoindre son groupe. Il suggère de briser les chaînes pour la réveiller, car elle écoute assurément leur conversation en ce moment même. Kelvin décide d'accéder à sa requête et brise le sceau pour éveiller Sarah. À son réveil, Sarah se plaint amèrement de ce que son père et Victor lui ont fait subir. Finalement, le protagoniste retourne auprès d'Erd et l'informe que le démon a été définitivement maîtrisé. Erd remarque la jeune fille sur son dos et l'interroge à son sujet. Kelvin explique que c'était elle que le démon avait possédée au moment de son scellement.
Pour l'aider à s'intégrer, ils utilisent une épingle à cheveux spéciale conçue par Gustave afin de dissimuler ses ailes et ses cornes. Il dit ensuite à Erd que la jeune fille a besoin de repos et qu'ils doivent donc partir sans tarder. Plus tard, il est révélé que Gérard se comportait étrangement car il était sur le point d'évoluer. Melfina informe le protagoniste que le chevalier s'est métamorphosé en capitaine noir, un monstre de rang S d'une puissance absolument extrême. Dans la scène suivante, le protagoniste s'approche de Sarah pour s'enquérir de son état. Un peu plus sereine désormais, elle lui demande s'il désire réellement la fille du roi démon comme servante, car cela pourrait s'avérer fort problématique. Mais le protagoniste la rassure, affirmant posséder un camouflage de rang S, de sorte que personne ne pourra jamais découvrir sa véritable identité. Toujours étonné qu'il ait pu vaincre Victor, Sarah lui demande s'il est en réalité le héros tant attendu. Le protagoniste répond que non, il n'est qu'un simple aventurier qui prend plaisir au combat. Puis il l'invite à l'accompagner en ville. Mais Sarah est effrayée, n'ayant jamais quitté le manoir, alors les autres l'encouragent chaleureusement. Nous les voyons ensuite arriver à la cité de Ptart, que Sarah trouve absolument fascinante. Le protagoniste et son groupe lui décrivent les diverses boutiques des environs. Ensuite, le protagoniste charge Eiffel de la conduire à l'auberge pendant qu'il se rendra faire son rapport à la guilde. La nuit venue, nous découvrons que le protagoniste est déjà de rang A, et c'est pourquoi, à son retour à l'auberge, une fête surprise l'attend de pied ferme. Là, il apprend également qu'Erd et Maria-Claire, mais après la fête, alors que tous dorment profondément, il remarque l'absence de Sarah et décide de partir à sa recherche. Lorsqu'il la retrouve, il la voit assise à l'extérieur, se remémorant sa vie passée avec Victor et imaginant son avenir tout nouveau. Le lendemain, le protagoniste se réjouit que sa compétence de forgeron ait atteint le rang S. Tout comme celle de couture d'étel, il souhaite dévoiler ses toutes nouvelles créations à l'ensemble du groupe. D'abord, l'arme arrondite, pour Sarah, accompagnée de son armure, la terreur de la reine. Ensuite, pour Gérard, l'épée magique d'Ainsleif, qu'il reçoit avec une profonde gratitude. Mais Sarah désire à présent savoir quel type d'équipement le protagoniste et Eiffel utiliseront. Manger Kelvin lui répond qu'elle le découvrira bien assez tôt, lorsque le moment du combat sera venu. Et le protagoniste lui demande de faire du riz. Cependant, plus tard, nous voyons personne ne comprend ce que cela signifie. Et Sarah est absolument ravie en le voyant toutes les nouveautés qu'elle découvre en chemin. Le protagoniste confie à Eiffel que ce voyage a également pour but de tenir la promesse qu'il a faite de montrer le monde à Sarah. Mais il désire aussi visiter ce pays car il y a bon dans riz. Kelvin est étonné que Léo leur ait accordé la permission de voyager sans nécessiter de grande persuasion. Il explique également qu'il ne peut toujours pas invoquer Neltina, qui a donc décidé de prendre des vacances pour entraîner ses avatars. Si tout se déroule comme prévu, le protagoniste pourra éventuellement l'invoquer, et avant de partir, il lui a promis de créer un corps identique à sa forme actuelle, afin qu'elle puisse tomber amoureuse d'elle-même. Durant le voyage, Sarah interroge le protagoniste sur les individus qui les observent secrètement. Kelvin répond simplement qu'il en est déjà conscient, et n'y accorde que peu d'importance, mais soudain, une jeune fille s'interpose devant le carrosse et l'immobilise. Puis un groupe de personnes tente de les dévaliser. La jeune fille présente le groupe comme les tristement célèbres bandits du vent sombre, ce qui terrifie les cochers. Cependant, après avoir examiné leurs statistiques, le protagoniste est déçu de constater leur faiblesse et ordonne à Sarah de s'en charger. Elle descend du carrosse et se place devant les bandits qui se mettent aussitôt à la railler. Mais lorsqu'ils tentent de l'attaquer, elle les défait avec une facilité déconcertante et se plaint d'avoir cru se retenir. Le chef des bandits refuse d'admettre sa défaite et persiste à croire qu'ils peuvent encore maîtriser Sarah. C'est alors que Gilda, un homme doté de plus de 200 points de force, intervient pour l'attaquer. Mais elle l'arrête d'une seule main, sans effort. Alors qu'elle laisse maîtriser, à présent, elle les avertit de ne pas se réjouir trop vite, affirmant que leur chef est de niveau 70. Peur véritable, en entendant cela, le protagoniste manifeste un vif intérêt à Sarah et demande aux bandits davantage d'informations sur leur chef. Ils arrivent enfin à Thorage, la nation de l'eau, et le protagoniste remarque une ressemblance frappante avec le Japon ancien. Pendant ce temps, Sarah et Eiffel sont absolument émerveillés de contempler l'océan pour la toute première fois. Poursuivant son rêve, Sarah demande au protagoniste de leur renseigner à toutes deux comment nager. Il promet de le faire, mais se lamente d'avoir capturé les bandits. Sans cela, ils auraient pu prolonger leur séjour à la plage. Plus tard, nous voyons le groupe remettre les bandits à la guilde de la cité, où ils sont chaleureusement remerciés pour la capture de l'un des chefs de bandits. Après avoir écouté son récit, le protagoniste déclare vouloir aborder le sujet du vent sombre. Myst avoue sa surprise de voir ceux qui ont vaincu les bandits Sarah se tenir à présent devant elle et déclare que s'il savait partage alors son soupçon qu'il pourrait l'éliminer sans difficulté. Un guerrier renommé de révèle qu'elle sait qu'il est actuellement à l'origine de tout cela et qu'il est considéré comme un héros national, ce qui rend toute action contre lui désormais extrêmement délicate. Des gens pour les vendre comme s'ils ne sont pas prudents. Un conflit majeur entre Thorage et Trisson pourrait éclater. Mais le protagoniste, tout en tentant d'apaiser Sarah, pense en son fort intérieur que Christophe n'est qu'un niveau 70 et se moque de lui. Kelvin se plaint de devoir s'impliquer, mais soudain une idée lumineuse lui vient à l'esprit. Il demande à Sarah si elle peut repérer
4 puissants aventuriers, et Dans la lorsqu'elle scène répond suivante, par nous voyons Mist l'affirmative, informer Touya le qu'il protagoniste requiert son se aide tourne vers face aux bandits Mist sévissant et dans lui la région. assure que les héros Touya se envisage d'accepter la requête, de mais Christophe ses compagnons l'en et de empêchent, sa bande. ne voulant pas perdre de temps. Il leur rappelle cependant que des gens ont désespérément besoin de la force d'un héros. Pendant ce temps, Hope se trouve dans sa cachette, nettoyant son couteau tout en fredonnant une mélodie. Ensuite, Hope s'apprête à choisir l'une de ses esclaves, une jeune fille nommée Luca, pour l'emmener. Mais soudain, il est interrompu par le protagoniste et ses compagnons qui sont parvenus à le localiser. Hope les reconnaît comme les guerriers ayant vaincu son camarade Karna et se prépare à lancer l'assaut. Cependant, avant qu'il ne puisse esquisser le moindre mouvement, Gérard le défait avec une facilité déconcertante. Dans la scène suivante, Christophe se fait réprimander pour avoir osé interrompre le repos de Prisera. Il l'informe que Karna a été vaincu, ce qui irrite fortement Prisera, car cela risquerait d'exposer leurs opérations à d'autres nations. Christophe explique avoir envoyé Hope enquêter, il devrait donc très bientôt découvrir ce qu'il en est. Soudain, la porte de la pièce s'ouvre avec un fracas retentissant, révélant le corps inanimé de Hope. Ensuite, le protagoniste et son groupe font irruption dans la pièce, prenant les bandits par surprise, qui s'enquièrent de leur identité. Le protagoniste, ignorant qu'il se trouve déjà face à lui, demande à voir Christophe. Le bandit, réalisant qu'ils sont ceux qui ont vaincu Karna, s'enthousiasme à l'idée du combat imminent. Cependant, Kelvin lui rétorque qu'il n'est pas la personne qu'il recherche. Il n'est qu'un simple amuse-gueule avant le plat de résistance. La scène change, et nous voyons les héros pénétrer dans le repère des bandits. L'un d'eux s'inquiète de ne voir personne aux alentours, bien que Mist ait affirmé avoir envoyé des aventuriers de rang A. Toya demande alors à Setsuna d'utiliser sa compétence de perception pour tenter de localiser quelqu'un. Setsuna les informe qu'un groupe important de personnes est rassemblé plus loin. En entendant cela, Toya lui dit de prendre la tête, persuadé qu'ils y découvriront des captifs. Ils parviennent enfin à une porte. Incertains de ce qui se trouve de l'autre côté, lorsque les héros franchissent le seuil, ils se retrouvent nez à nez avec Cloto, le slim géant, et Croyator qu'il retient des otages. Toya s'apprête à attaquer avec son épée sacrée, mais avant qu'il ne puisse frapper, Luca les arrête net. La petite fille leur explique que Cloto était l'animal de compagnie de l'homme qui les a secoués, un dresseur, ce qui surprend grandement le groupe. Plus tard, nous voyons les héros se précipiter à la recherche des aventuriers de rang et découvrent qu'il avait reçu l'ordre de veiller sur les gens. De nombreux bandits étant toujours en liberté et leur chef étant puissant et expérimenté. Cependant, à leur arrivée, ils découvrent Christophe et son groupe déjà vaincus, ce qui les pousse à croire qu'ils sont arrivés bien trop tard. À cet instant précis, un bruit provenant de la pièce adjacente attire leur attention. En allant vérifier, ils trouvent le protagoniste et son groupe les attendant sereinement. En les apercevant, Kelvin se moque ouvertement de Christophe et de ses compagnons, les qualifiant de pathétiques pour avoir imploré leur vie après un seul coup. Les héros s'avancent ensuite et se présentent au protagoniste, déclarant solennellement qu'il est de leur devoir de protéger le peuple des criminels. Mais Kelvin, embrassant pleinement son rôle de vilain, rit et leur déclare que pour protéger autrui, ils devront d'abord acquérir bien plus de force. Après avoir provoqué Toya, il leur lance un défi, les 4 contre lui, mais à une seule condition. Le perdant devra accorder au vainqueur un unique souhait. Cependant, les héros, persuadés d'avoir l'avantage, refusent d'accepter ce type de combat. Toya et Setsuna suggèrent qu'ils l'affrontent tous ensemble, proposent un duel en un estimant qu'il possède une puissance magique supérieure à la sienne, que le protagoniste après avoir écouté les avis de ses coéquipiers, Toya informe le protagoniste qu'il accepte son défi. Setsuna suggère qu'ils l'affrontent tous ensemble et Miyabi acquiesce, estimant qu'il possède une puissance magique supérieure à la sienne. À présent, après avoir écouté les avis de ses coéquipiers, Toya informe le protagoniste qu'il accepte son défi. Dans la scène suivante, tous se dirigent vers un lieu plus propice au combat. Le protagoniste confie à ses compagnons qu'il n'arrive pas à croire que son plan se déroule si facilement et se sent vraiment ravi de la naïveté des héros. Il ordonne ensuite à Eiffel d'apporter le plateau de nourriture pour qu'ils puissent en profiter en regardant la bataille. Eiffel obéit, mais avoue ensuite qu'elle trouve dangereux qu'il affronte les héros seul, car il n'est pas habitué à combattre en première ligne. Mais Kelvin leur dit qu'il veut profiter de cette occasion pour entraîner l'une de ses faiblesses, le combat contre des groupes, et révèle qu'il utilisera l'arme qu'il a fabriquée pour lui-même, qu'il a nommée dévoreur de compétences. Pendant ce temps, les héros l'observent attentivement, convaincus qu'il est une mauvaise personne et qu'ils ne doivent pas perdre. Les héros se préparent alors à combattre et décident d'invoquer le pouvoir de la bénédiction de la fée. Puis Toya fonce sur le protagoniste, essayant de profiter du fait qu'il est un mage. Cependant, Kelvin les surprend en s'approchant, montrant qu'il n'est pas seulement un mage. Nana tente d'attaquer avec son familier dragon, nommé Moon, qui crache du feu. Le protagoniste esquive l'attaque et augmente sa statistique d'agilité, apparaissant derrière Miyabi. Kelvin utilise ensuite son arme spéciale, fabriquée à partir de l'armure de Victor, pour copier sa compétence, pensée parallèle. Les héros paniquent, en voyant Miyabi s'effondrer, et se précipitent immédiatement à ses côtés. Toya attaque Kelvin avec son épée pour le repousser, et exige de savoir ce qu'il a fait à son ami. Furieux, Toya le charge à nouveau, essayant de l'abattre. Mais Kelvin bloque facilement l'attaque et continue de provoquer le héros,
cherchant à lui faire perdre son sang-froid. Toya parvient à faire tomber l'épée du protagoniste et s'apprête à l'achever. Mais Kelvin rit, montrant qu'il peut aussi se battre à main nue. C'est alors que nous découvrons qu'il en est capable grâce à Sarah, qui lui a prêté sa compétence de combat rapproché de rang S. Setsuna n'arrive pas à croire que Toya soit dépassé, même s'il possède une maîtrise de l'épée de rang S, et décide de l'aider. Alors le protagoniste recule de Toya, et utilise la magie pour modifier le champ de bataille. D'énormes murs de roches s'élèvent, mais Setsuna utilise sa capacité Zantetsu pour les abattre. Kelvin est ravi de la voir détruire le mur, car il ne l'avait utilisé que comme diversion. Ensuite, le protagoniste lance une attaque magique qui frappe Toya directement, alors qu'il essaie de protéger Setsuna. Le voyant blessé, ses compagnons s'inquiètent, mais Toya leur dit que son destin est de sauver le monde, et d'apporter la paix, et qu'il devrait pouvoir vaincre un simple voyou tout seul. Mais Setsuna en pleurs, le frappe, et le supplie de penser à lui pour une fois. Puis Setsuna rappelle à Toya que la déesse les a amenés ici en réponse à l'invocation de la prêtresse Colette. Elle avoue qu'elle était terrifiée au début, mais tout a changé quand elle a vu le chemin parcouru grâce à leur travail d'équipe. Ces mots ont touché le reste des filles, et elles disent à Toya qu'elle devrait mieux travailler en équipe, puisqu'il ne peut pas tout faire seul. Toya, entendant ce qu'elles disent, s'excuse de ne pas avoir réfléchi clairement, et les encourage à combattre ensemble en équipe. Ensuite, il envoie une fée pour tenter d'aveugler le protagoniste, qui révèle alors qu'il ne peut pas détecter les fées. Les héros lancent toute une série d'attaques combinées, réussissant à l'immobiliser, mais Kelvin décide de s'autodétruire, projetant Toya et Setsuna au loin, et les blessant au passage. Après s'être libérés, il loue leur travail d'équipe, et leur dit de faire participer Nana ou Miyabi à l'attaque également. Kelvin continue d'offrir des corrections, et les héros, stupéfaits, commencent à réaliser que le soi-disant méchant leur donne en fait des conseils. Mais au lieu de se calmer, ces mots ne font que les énerver davantage, et ils attaquent de toute leur force, ce qui excite le protagoniste. Leur assaut coordonné finit par bloquer les mouvements de Kelvin, et il les regarde maintenant se préparer à porter le coup final. Cependant, le protagoniste invoque ses golems pour le protéger pendant 30 secondes, ce qui étonne les héros. Profitant de ce temps, il se concentre sur la création d'un nouveau sort en utilisant sa capacité de pensée parallèle. Setsuna se précipite pour l'arrêter, mais échoue, et Kelvin termine avec succès le sort et se libère. Malgré ce revers, Setsuna refuse d'abandonner et attaque à nouveau, ce qui lui vaut les éloges du protagoniste, qui lui dit qu'elle est la meilleure combattante du groupe. Cependant, après l'avoir complimentée, il prouve qu'il est toujours plus rapide, ce qui pousse Miyabi à intervenir avec une puissante frappe de son ogre. Mais elle aussi est facilement vaincue. Voyant cela, Nana demande à Toya d'attaquer pendant qu'elle le couvre. Elle charge en avant avec son dragon et utilise une barrière protectrice. Kelvin, en voyant sa défense, la compare à celle de Sarah et décide de la piéger dans une barrière magique, rendant sa défaite plus facile. Cela met Toya en rage, qui attaque Kelvin avec tout ce qu'il a, exigeant de savoir pourquoi il n'utilise pas tout ce pouvoir pour faire le bien. Le protagoniste le bat facilement et le réprimande pour avoir tenté d'imposer ses idéaux aux autres. Il lui dit que s'il veut vraiment changer le monde, le meilleur moyen est de devenir plus fort. Plus tard, nous voyons Toya se réveiller enfin, entourée de ses compagnons, puis voyant le protagoniste, Toya tente de l'attaquer, mais Kelvin l'arrête et explique ce qui s'est réellement passé. Réalisant que tout cela n'était qu'une mise en scène, Toya s'excuse auprès du protagoniste et admet qu'il est un meilleur combattant que tout leur groupe. Kelvin rit et lui dit qu'en récompense de sa victoire, ils doivent tous se déshabiller. Dans la scène suivante, nous voyons Mist informer le protagoniste qu'elle s'occupera de toutes les personnes qu'il a secourues. Elle lui dit aussi qu'elle interrogera Christophe et son groupe, qui sont maintenant en prison, pour découvrir leur lien avec Trizan. Nous revenons maintenant aux héros qui affrontent un octogyne à l'intérieur d'une grotte, dans le cadre d'un exercice d'entraînement mis en place par le protagoniste. Setsuna avertit Toya d'être prudent car le monstre accumule de l'électricité. Pour éviter une catastrophe, le protagoniste demande à Nana et Miyabi de rester vigilantes au cas où elles devraient transformer l'eau environnante en glace. Tandis que Kelvin observe les héros, Sarah s'approche de lui et lui demande pourquoi il a décidé d'entraîner les jeunes. Le protagoniste répond qu'il n'y avait pas de raison particulière, il l'a simplement fait parce que ce sont les héros que Melfina a choisis. Frustrée, Sarah dit qu'elle pensait que le but était de les entraîner pour une revanche. Kelvin entend cela et acquiesce, disant que c'est en fait une excellente idée. Enfin, les héros parviennent à vaincre l'octogène, et le protagoniste annonce qu'il est temps de manger. Pendant le repas, Setsuna mentionne à Toya que les boss de donjon deviennent plus forts, tant que le roi démon est en vie. Toya acquiesce, ajoutant que c'est exactement ce que Colette leur avait dit. Au moment où il prononce son nom, l'intérêt de Kelvin est piqué, et il l'interroge à son sujet, incitant Toya à raconter le jour de leur invocation. Le protagoniste, entendant cela, réfléchit à la façon dont ils ont changé de monde sans mourir, et pense comprendre comment cela fonctionne. Mais ensuite, il change de sujet de conversation et lui demande ce qu'ils feront s'ils trouvent un boss de rang S. Toya répond qu'il s'enfuirait. Soudain, nous voyons comment Sarah pêchait et a accidentellement réveillé le boss du donjon, un dragon sinistre de rang S. Kelvin demande à Toya s'ils vont s'enfuir, laissant les habitants de la zone souffrir à cause du dragon. Pendant que Sarah s'occupe du monstre,
Toya dit au protagoniste qu'il s'enfuirait, peu importe à quel point on le traiterait de lâche. Puisqu'il n'a pas l'intention de laisser ses compagnons mourir en vain, il élaborerait d'abord un plan et s'entraînerait jusqu'à être prêt à combattre. Kelvin sourit et lui dit qu'il a réussi le test, donc il ne devrait pas oublier ce qu'il a dit. Puis Kelvin va vaincre le monstre en soutenant Sarah. Dans la scène suivante, nous voyons les héros faire leurs adieux à Kelvin et à son groupe. Avant de se séparer, Kelvin leur donne des pendentifs qu'il a fabriqués lui-même, leur disant qu'ils peuvent les utiliser comme talisman protecteur. Toya est reconnaissant pour le cadeau et promet aux protagonistes que, la prochaine fois qu'ils se verront, tout le groupe sera plus fort. Tandis qu'il regarde le navire des héros s'éloigner, il demande à Gérard où se trouve l'empire de Lizzie, et après avoir reçu sa réponse, lui demande s'il pense qu'ils peuvent les vaincre. Gérard est surpris que le protagoniste se souvienne de tels détails et répond que oui, il le pourrait. Kelvin sourit et dit qu'avant cela, ils doivent encore combattre plus de monstres dans cette partie du monde. Gérard, visiblement excité, regarde Kelvin avec admiration, pensant qu'il est vraiment un homme incroyable. Ethel, ayant entendu la conversation, ajoute doucement qu'il est aussi quelqu'un de gentil. Le protagoniste est surpris et révèle que les pendentifs qu'il a donnés aux héros non seulement augmentent leurs statistiques, mais ont aussi une fonction secrète. Puis, de manière inattendue, Sarah s'approche d'eux et dit qu'un messager de la guilde est venu chercher Kelvin. Il s'enthousiasme, pensant que le message est enfin arrivé, et explique qu'à cause de ce qu'ils ont fait, le roi du pays veut les voir. La scène change, et nous voyons maintenant le protagoniste et son groupe devant le château royal. Le protagoniste remarque que l'endroit a une ambiance japonaise, et Gérard explique que le premier roi de Thorage venait d'un autre monde, c'est pourquoi il a cette apparence. Peu après, le groupe entre dans le château, où Tsubaki Fujiwara, la reine de Thorage, les accueille aimablement. Tsubaki les remercie d'avoir éliminé les bandits et vaincu le boss de la grotte de l'ermite. Elle leur demande de relever la tête, car elle n'aime pas la formalité excessive. Tsubaki révèle que dans des circonstances normales, ils organiseraient une grande célébration, mais ils ne le peuvent pas, car Trisson est impliqué. Néanmoins, elle souhaite les récompenser et leur demande s'il y a quelque chose qu'ils aimeraient. Le protagoniste répond qu'il aimerait la permission d'acheter un peu d'une culture spéciale que l'on ne trouve que dans cette région. Comme ils ne veulent pas de récompense matérielle qui les lierait à un seul endroit, ils préfèrent plutôt se remplir l'estomac de nourriture. Elle leur dit qu'ils peuvent en prendre autant qu'ils veulent et qu'ils n'auront pas à payer. Elle révèle ensuite qu'elle a préparé un petit banquet juste pour eux. Kelvin se jette directement sur le riz et en le goûtant, il pousse un cri de joie. Il nous dit que tout le monde a apprécié la nourriture japonaise et il a aussi découvert que Gérard avait un certain penchant pour l'alcool. Dans la scène suivante, plusieurs jours se sont écoulés et nous voyons Kelvin se préparer à manger. Ce faisant, il interroge Ethel sur les autres et la félicite ensuite d'avoir maîtrisé la cuisine japonaise. Elle le remercie et mentionne que la reine Tsubaki lui a donné des livres qui l'ont aidé à apprendre à cuisiner le riz et d'autres plats japonais, puis nous voyons que la reine est aussi dans la chambre du protagoniste. Kelvin lui demande pourquoi elle est venue manger dans ces quartiers, et elle répond que c'est grâce au talent culinaire d'Ethel. Immédiatement après, elle demande à Kelvin de laisser Ethel rester au château, et l'invite également à travailler à Thorage. Mais le protagoniste, très nerveux, lui dit qu'Ethel ne veut pas rester, et qu'en plus, ils doivent retourner à Ptart. Tsubaki, qui se tient très près de lui, insiste pour qu'il reste et devienne son gardien personnel. Mais réalisant qu'elle flirte avec lui, il devient encore plus nerveux, recule rapidement et lui dit qu'ils doivent continuer leur voyage. Elle dit au groupe qu'ils sont toujours les bienvenus dans son pays, puis les conduit à un portail de téléportation. Là, le protagoniste découvre que leurs identifiants contiennent déjà la permission des administrateurs du portail pour utiliser les portails. Il se met en colère contre Léo pour ne pas leur en avoir parlé plus tôt. Finalement, le protagoniste et son groupe retournent à Ptart. Là, Ethel demande à Kelvin quel sera leur prochain objectif. Il répond que puisqu'ils viennent de rentrer, aujourd'hui sera un jour de repos. Il révèle également qu'il prévoit d'acheter une maison bientôt. Plus tard, le protagoniste montre à ses amis la maison qu'il a achetée, et ils sont étonnés de voir à quel point elle est grande. Kelvin leur dit qu'ils peuvent choisir leur chambre, et Phil, très timidement, demande la chambre à côté de la sienne. Gérard veut vérifier le sous-sol, car il en a besoin pour s'entraîner, et Clotho demande à rester dans la cour. Maintenant que tout le monde est content, le protagoniste se dirige vers la baignoire de la maison, et révèle que c'était en fait la principale raison pour laquelle il avait acheté l'endroit. Mais avant qu'il ne puisse prendre son bain, la sonnette retentit, et il va ouvrir. Là, il montre à ses compagnons qu'il a décidé d'engager Lucas et sa mère, Ellie, comme servante. Cette nuit-là, le protagoniste est ravi d'avoir enfin pu se baigner, et alors qu'il est allongé dans son lit, il ressent un peu de nostalgie pour le lit de l'auberge. Mais alors qu'il essaie de dormir, il est interrompu par Melfina, qui lui dit qu'elle peut maintenant être invoquée. Il utilise sa magie pour invoquer la déesse, et quand il la voit, il est complètement captivé par sa beauté. Le lendemain, Melfina les remercie de l'avoir enfin laissé goûter la nourriture préparée par Ethel. Elle dit au protagoniste qu'elle est impressionnée par le manoir qu'il a acheté, et se plaint de ne pas avoir pu le trouver puisqu'il ne logeait plus à l'auberge. Gérard et Sarah, assis à table, demandent au protagoniste qui est la belle femme à côté de lui. À ce moment-là, Nelfina se présente au reste du groupe et leur dit qu'elle a été invoquée la nuit dernière. Gérard avoue qu'il savait déjà que le protagoniste allait faire venir une autre femme à la maison et s'agite.
Mais Neltina le corrige et déclare nonchalamment qu'elle est la femme de Kelvin, ce qui le fait paniquer et se démener pour expliquer que ce n'est pas vrai. Plus tard, à l'heure du thé, Melfina veut récompenser le protagoniste pour l'avoir invoqué avec succès. Elle lui offre la bénédiction de Melfina, la déesse de la réincarnation, qui a 2 avantages. Une fois par mois, elle peut annuler les dégâts d'un coup fatal, et elle lui confère également la capacité d'invoquer des héros. Dans la scène suivante, Melfina s'entraîne en s'affrontant contre Sarah, tandis que Gérard veille sur Lucas, observant les filles se battre. Pendant ce temps, le protagoniste, un peu nostalgique, se demande comment vont les héros. Il réfléchit aussi au sens du mot héros, réalisant que même si un héros avait vaincu le roi démon, cette personne n'était peut-être pas vraiment un héros, peut-être était-ce en fait un aventurier de rang S, ou même le roi des bêtes de Gone. Finalement, nous voyons que le combat des filles est terminé, et elles se félicitent mutuellement pour leur incroyable puissance. Gérard, qui avait observé le duel, demande pourquoi elles prenaient tout cela si sérieusement. Sarah explique qu'elles se battaient pour le droit de dormir à côté du protagoniste. Plus tard, les filles profitent d'un bain ensemble, et se demandent pourquoi Kelvin semble si distrait. Yifal, qui vient d'arriver, dit qu'elle pense que c'est à cause de ce que Melfina lui a dit à propos des héros. Entendant cela, Melfina s'approche de Kelvin et lui donne un morceau de chocolat à la main. Kelvin grommelle en protestant, surpris qu'elle sache d'une manière ou d'une autre qu'il a une question en tête. Il demande pourquoi elle a besoin de héros, et elle répond que pour y répondre, elle doit d'abord expliquer la situation avec le roi démon. Melfina explique que de temps en temps, un roi démon apparaît dans ce monde de manière cyclique, et il n'y a aucun moyen de l'empêcher. Même elle ne sait pas à quoi il ressemble, ce qu'elle sait, c'est que tous les rois démons possèdent une capacité spéciale appelée malice, qui a 2 effets. Premier effet, elle multiplie le mal à l'intérieur de l'utilisateur, au point de détruire complètement sa personnalité. Deuxième effet, elle annule tous les dégâts, les transformant essentiellement en un dieu invincible. Le protagoniste, surpris, demande ce qu'ils doivent faire pour vaincre le roi démon. Melfina répond que c'est exactement pourquoi ils ont besoin de héros d'autres mondes, car ils possèdent des pouvoirs complètement différents de ceux de quiconque dans ce monde. C'est la raison pour laquelle l'invincibilité du roi démon peut être neutralisée. En y réfléchissant, Kelvin remarque que ses propres attaques devraient aussi être capables de blesser le roi démon, alors il ne comprend pas vraiment pourquoi seuls eux sont appelés des héros. Se sentant un peu découragé, il réfléchit à la façon dont, contrairement aux autres, il ne se souvient de rien de sa vie passée. C'est pourquoi il commence à se demander si invoquer des gens et les forcer à devenir des héros est vraiment la bonne chose à faire. Entendant cela, Melfina suggère que s'il ne veut pas invoquer des gens d'un autre monde, il pourrait plutôt invoquer une réincarnation. Elle explique ensuite qu'il existe 2 méthodes pour invoquer quelqu'un d'un autre monde, la téléportation et la réincarnation. Si vous téléportez quelqu'un, vous l'amenez vivant dans ce monde, mais si vous le réincarnez, vous n'invoquez que l'âme de quelqu'un qui est déjà mort. De plus, une autre différence essentielle est la quantité de points de magie requise pour chaque méthode. La réincarnation consomme beaucoup plus de PM et est utilisée pour invoquer des individus puissants, tandis que la téléportation est destinée à faire venir des héros. Après avoir tout expliqué, Melfina demande à Kelvin s'il veut tenter une réincarnation, mais avant qu'il ne puisse répondre, elle lui dit de bien y réfléchir et de prendre son temps, car il n'a qu'une seule chance. La scène change, et nous voyons maintenant tout le monde réuni au sous-sol pour assister à la réincarnation du protagoniste. Mais avant de commencer, il demande à Melfina s'ils peuvent laisser la personne décider comment elle veut vivre. Après avoir reçu une réponse positive, il se prépare à lancer le sort et commence à se remémorer ceux qu'il a précédemment invoqués. Le protagoniste reconstitue ses points de magie avec une potion qu'il avait, et se prépare à commencer. Suivant les instructions de Nelfina, il l'informe qu'il utilisera tous ses PM sauf un pour invoquer une seule personne. Nous voyons ensuite le rituel de réincarnation commencer, et le protagoniste se plaint que cela prend trop de temps. Melfina explique que c'est parce que la personne ne peut pas décider quelle compétence elle veut avoir. Cependant, soudainement, Melfina l'informe que la personne a fait son choix, alors maintenant, il pourra rencontrer sa réincarnation en personne. Après une énorme explosion de magie, le protagoniste voit que la personne qu'il a invoquée est une jeune fille. Elle se présente comme Ryoseki et est ravie de voir qu'elle est arrivée dans un autre monde, tout comme l'ange qu'elle a vu lui avait dit qu'elle le ferait. Le protagoniste révèle que c'est lui qui l'a réincarnée et s'excuse de l'avoir amenée sans demander. Mais elle se met à pleurer, le remerciant de l'avoir fait, puis s'évanouit en le serrant dans ses bras. Et elle s'inquiète en voyant que Kelvin s'effondre également sur le sol. Cette nuit-là, Ria se réveille en se souvenant de ses derniers instants, avant de mourir et de la façon dont elle a été réincarnée. Elle sort du lit et va dehors pour sentir le monde autour d'elle. Elle est incroyablement heureuse de pouvoir à nouveau profiter de la nature. Plus tard, le protagoniste l'approche et admet qu'il a ressenti la même chose lors de son premier jour dans ce monde. Mais contrairement à elle, il n'a pas gardé ses souvenirs. Il les a sacrifiés en échange de points de compétence. Rio fut surprise d'entendre son histoire alors qu'il lui racontait toutes ses aventures. Il ajoute ensuite doucement que c'est d'accord si elle ne veut pas rester. Mais Rio lui dit que, dans sa vie antérieure, elle était très malade et ne pouvait rien faire d'autre que lire des romans d'aventure. C'est pourquoi, quand elle est morte, elle a eu l'impression que sa vie avait été gâchée. Cependant, maintenant grâce à lui, elle a une autre chance et elle veut rejoindre son groupe.
Voyant à quel point elle est déterminée, Kelvin accepte. Il lui dit ensuite que tout le monde au village dit qu'ils se ressemblent tellement, qu'ils doivent être frères et sœurs. Rio s'illumine de joie, elle était enfant unique dans sa vie passée, et est touchée d'avoir enfin un frère. Cependant, le protagoniste, se sentant un peu gêné, admet qu'il veut changer son nom, car cela lui rappelle quelqu'un dont il ne veut pas se souvenir. Elle suggère le nom de Ryan, il accepte, puis il l'accueille chaleureusement. Cette nuit-là, le protagoniste se réveille et découvre qu'Ethel et Sarah dorment à ses côtés. Mais il voit ensuite que même Ryan est dans son lit et se demande si c'est censé être normal. Dans la scène suivante, nous nous rendons dans la forêt pourpre sombre où le groupe s'entraîne. Ellie dit au protagoniste qu'elle comprend pourquoi Ryan a dû venir, mais demande pourquoi elle et Lucas sont là aussi. Il répond que c'est pour qu'elle puisse un peu monter de niveau après tout, même si ce sont des servantes, ça pourrait être utile en cas d'urgence. Cependant, Lucas, visiblement inquiète, dit qu'elle n'a jamais combattu de monstre auparavant. Kelvin la rassure en expliquant qu'ils resteront tous les trois à l'entrée du donjon. Et grâce à la visibilité, il pourra partager les points d'expérience avec eux. Sarah, ravie par la chasse aux monstres, lui dit qu'à ce rythme, avec Gérard et Cloto, ils seront en pleine forme dès demain. Puis, Ellie, Lucas et Ryan entendent un son étrange qui attire leur attention. Melfina et le protagoniste expliquent que ce son signifie qu'ils ont monté de niveau et les encouragent à vérifier leurs statistiques. Les filles suivent leurs instructions et sont surprises de voir le nombre de niveaux qu'elles ont gagnés. Soudain, un hurlement retentit, et Phil informe le protagoniste que c'est un loup sombre. Kelvin repère la créature qui approche et utilise sa magie pour l'arrêter, puis il conclut un contrat d'invocation avec elle. Pendant ce temps, Ethel utilise ses compétences pour alerter le protagoniste que le groupe d'Erd approche par derrière. Quand Erd arrive, il est surpris de voir le protagoniste et son groupe, et demande ce qu'ils font là. Kelvin répond qu'ils font juste un pique-nique, et demande en retour ce qu'ils font là, puisque ce n'est pas un endroit qu'ils visitent habituellement. L'instructeur explique qu'ils sont venus profiter d'une opportunité pour atteindre le rang B, et dans le cadre de l'examen, ils doivent vaincre une série de monstres dans un délai imparti. Dans la scène suivante, Gérard, Cloto et Sarah reviennent de la chasse aux monstres et disent aux protagonistes qu'ils ont cherché Erd, se demandant ce qu'il fait là. Kelvin leur explique la situation de l'examen et ils s'inquiètent, révélant qu'il y a un problème. Ethel utilise sa compétence pour vérifier et découvre qu'il ne reste plus de monstres dans la forêt. À cause de cela, le protagoniste décide qu'il doit retourner en ville pour s'excuser auprès d'Erd. Cependant, Erd lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, et que Léo comprendra sûrement. Profitant du moment et voyant la force de son groupe, Erd suggère au protagoniste de passer l'examen de rang S. Plus tard, nous voyons Rion et Kelvin baigner le loup sombre, maintenant nommé Alex, qui est devenu leur animal de compagnie. Pendant ce temps, Kelvin réfléchit à ce qu'Erd lui a dit et commence à se sentir mal à l'aise, soupçonnant que Léo pourrait lui imposer l'examen de manière inattendue. Mais Effil et Rayon le rassurent, lui rappelant que ce n'est que son premier examen officiel pour monter en grade. Après avoir terminé le bain d'Alex, le protagoniste découvre que Rayon a une capacité spéciale à communiquer avec les animaux. Dans la scène suivante, quelques jours passent, et nous voyons à quel point Ran s'est vraiment lié à son loup, Alex. Une nuit, le manoir du protagoniste est encerclé, et lui, avec Sarah, Cloto et Rion, se prépare au combat. Kelvin utilise la compétence de clairvoyance qu'il a acquise d'Ethel pour évaluer la force de leurs ennemis et réalise qu'ils ne sont pas si puissants. Alors, même si Sarah et Cloto proposent moins de s'en occuper, il se tourne vers Rion et lui demande si elle et Alex sont prêtes à tenter le coup. Elles acceptent, et le protagoniste élabore rapidement un plan pour faciliter les choses. Kelvin dépense des PM pour améliorer les compétences de détection de présence et de clairvoyance, aidant Ryan à exécuter la stratégie plus efficacement, puis il lui donne une épée spéciale qu'il a lui-même reforgée en utilisant les restes de l'arme de Cashel. La scène change, et nous voyons ce qui semble être le chef des méchants, qui veut attaquer le protagoniste pour avoir capturé Christophe. Puis il ordonne à ses hommes d'assaillir le manoir, que Rion se prépare à défendre. Alors qu'elle vainque les assaillants, le protagoniste et Sarah l'observent attentivement pour évaluer les résultats de son entraînement. Au final, Rion et Alex parviennent à vaincre les ennemis, et le protagoniste demande à Sarah d'aller lui parler, car il compte s'occuper des ennemis restants encore cachés. Il se dirige ensuite vers le chef, qui est terrifié en le voyant. La scène change à nouveau, cette fois pour une réunion au château de Trisson. Là, Zel Trisson, l'empereur du pays, a convoqué son peuple pour discuter de ce qui s'est passé avec Christophe. Dan Alba, le général des Chevaliers d'Acier, réprimande Tristan, disant que ses décisions ont exposé les ténèbres du pays. C'est la raison pour laquelle Gon, Toreg et Daramus forment une alliance. Tristan tente de minimiser la situation, mais Zel l'interrompt et prend le parti de Dan. Zel révèle qu'il a essayé d'éloigner le pays de Christophe, mais cela n'a pas fonctionné, et les avertit tous d'être prudents s'ils veulent éviter d'entrer en guerre. Mais Tristan soutient que cette situation est née parce qu'ils étaient les seuls à se préparer, tandis que les autres pays restaient en paix. Il croit que le moment est venu de réaliser leur ambition de longue date, d'unifier le continent sous leur règne. La princesse Shutora pense que c'est une bonne idée, mais estime que le moment n'est pas propice, car les autres nations ne sont pas si faibles.
Cependant, Asgrad répond qu'il soutient également l'entrée en guerre, car il a personnellement confirmé que les forces ennemies ne sont pas si puissantes. De plus, ils ont toujours leur atout, les dragons sous leur contrôle. Mais Dan s'oppose à l'idée de déclencher une guerre, ce qui amène Tristan à souligner que le vote est actuellement à égalité. La décision finale dépend donc de ce que le général Clyde décidera, bien qu'il soit actuellement absent. Zell est d'accord avec Tristan et ordonne que Clyde soit amené immédiatement. La scène change à nouveau pour Jean d'Alba, qui se plaint de l'ambiance morose du quartier général des Chevaliers Magiques. Jean se dirige vers la chambre du général Clyde pour l'informer que l'empereur a demandé sa présence. Bien que visiblement irrité par la convocation, Clive accepte finalement de suivre les ordres de l'empereur. Nous revenons au protagoniste, qui explique qu'il se trouve actuellement dans la forêt au sommet, située au sud-ouest de Gon. Il nous dit qu'il recherche un village elfe, qui serait caché dans cette zone. Soudain, Itel dit au groupe qu'elle a l'impression d'être déjà venue ici. Le protagoniste explique que c'est peut-être parce qu'elle est une demi-elfe, et que son sang résonne probablement avec l'endroit. Sarah est surprise d'apprendre que des elfes existent dans cette partie du continent, alors Melfina explique qu'ils ont migré de l'ouest il y a des décennies, et vivent maintenant sous la protection de Gon. Suite à cela, Kelvin partage avec le groupe ce que Léo lui avait récemment dit. Léo a expliqué que Trison niait toute implication avec les assassins qu'il avait attaqués. Cependant, il a également rapporté que les pays voisins avaient observé des mouvements militaires près des frontières de Trison. Alors que Trison n'avait jamais osé les attaquer auparavant, il rassemble maintenant des troupes et achète des esclaves. Léo soupçonne que le climat politique à Trison a changé et que la nation pourrait se préparer à la guerre, cherchant peut-être à envahir un autre pays. C'est pourquoi il avertit le protagoniste d'être prudent, car Trison le poursuivra probablement à nouveau. Léo l'informe également qu'il a une nouvelle mission pour lui, une requête de Leonard Gon, le roi bête de Gon. Il lui souhaite bonne chance, expliquant que cette mission servira aussi d'examen de promotion au rang S. En entendant cela, le groupe est enthousiasmé pour Kelvin. Sarah lui demande l'approbation royale dont il a besoin pour monter en grade. Kelvin répond qu'il a en fait besoin de 2 permis royaux, c'est pourquoi Léo a parlé à la reine Tsubaki, qui a accepté. De plus, le roi Léonard, ayant entendu parler des exploits de Kelvin, veut le rencontrer en personne. Tout le monde commence à se demander à quoi ressemble Léonard. Et Neltina explique qu'il est incroyablement fort, et lui-même de rang S. Soudain, le groupe est pris en embuscade par des elfes, mais Kelvin leur montre rapidement l'ordre royal du roi Léonard. C'est alors que Nelrez, l'ancien du village, apparaît et s'excuse pour l'attaque. Il remercie également Kelvin d'être venu, et en l'approchant, réalise quelque chose de surprenant. Lumil est toujours en vie. Plus tard, tout le groupe arrive au village elfe. Avant d'aborder la requête du roi, Kelvin dit qu'il veut d'abord parler de ce qui vient de se passer. Le protagoniste, voyant que Nelrez a confondu Éphil avec Lumil, veut en savoir plus sur elle, car cela pourrait être un indice sur les origines d'Ethel. Nelrez explique qu'il y a 20 ans, ils vivaient paisiblement dans la forêt, jusqu'à ce que le roi Dragon de Feu les attaque. Il a exigé qu'il lui livre l'elfe qui l'avait humilié, ou il réduirait tout en cendres, mais Nerus admet qu'il n'avait jamais vu un tel elfe, et n'ont pas compris la rage du dragon, ce qui l'a conduit à massacrer la moitié du village. Nerus est attristé que ces gens soient morts sans jamais en connaître la raison, et il regrette que même lui ait été blessé dans cette bataille. Cependant, Glumel fut la seule à tenir tête au dragon, lui demandant de déverser sa fureur sur elle en échange d'épargner le village. Le dragon répondit qu'elle n'était pas celle qu'il cherchait, mais proposa d'oublier l'incident si elle acceptait de l'épouser. Et comme elle accepta, il l'emmena, laissant le reste du village en paix. Mais des années plus tard, ils trouvèrent le corps de Lumel dans la forêt. Comme elle était morte, ils craignirent que le roi dragon de feu ne revienne. Sarah suggère que puisque Nelrez a confondu Ethel avec Lumal, peut-être que Lumal était sa mère. Gérard ajoute que, si c'était vrai, alors elle pourrait aussi être la fille du roi dragon. Mais Nelfina leur dit que ce n'est pas possible, car les demi-elfes ne peuvent naître que lorsqu'un humain et un elfe ont un enfant. Le sang de dragon est tout simplement trop fort. Yeffel dit que même si elle ne connaît pas son passé, elle va bien car elle a maintenant ses compagnons, et ils sont sa nouvelle famille. Il décide de changer de sujet et de parler de la requête du roi. Nelrez dit au protagoniste qu'il y a une barrière dans la forêt qui désoriente les gens, mais apparemment, elle n'affecte pas les monstres. Cela fait penser à Kelvin qu'il doit exister des capacités capables d'annuler les barrières. L'ancien explique que les monstres sont venus 2 ou 3 fois et n'ont jamais essayé d'attaquer. Ils cherchaient seulement à kidnapper les elfes. Kelvin s'inquiète car les monstres ne sont généralement pas aussi organisés. Nelrez admet tristement que ni eux ni les soldats de Gon n'ont pu arrêter les monstres. C'est pourquoi l'équipe du protagoniste essaie de le réconforter et promet de les protéger. Mais avant cela, Kelvin demande la permission de rénover le village, afin que les monstres ne puissent pas les atteindre. La nuit, nous voyons les monstres approcher du village, guidés par un groupe de soldats. Le commandant de l'armée semi-démon avertit ses troupes de faire attention au bruit qu'ils font, car ils pourraient être pris en embuscade. Il révèle également qu'avec la défaite des soldats de Gon, le plan du général Tristan est prêt à entrer dans sa phase la plus critique. Les soldats, à leur tour, demandent où Tristan a obtenu les colliers de rang S utilisés pour contrôler les démons.
Le commandant leur dit qu'il y a une rumeur selon laquelle il les a achetés à un marchand qui a visité le château. Mais alors qu'ils se délectent de leur pouvoir, ils sont soudainement attaqués depuis les ombres. Le commandant ordonne à son armée de se mettre à couvert, utilisant les monstres comme boucliers. Pendant ce temps, nous voyons que les attaquants sont Kelvin et Ephil, qui sont positionnés au sommet d'un rocher avec son nouvel arc d'ombre. Le protagoniste explique qu'il a créé cette tour, ainsi qu'un mur autour du village, en utilisant sa compétence. Neltina a également généré un faux brouillard pour dissimuler le village, et Sarah a jeté de la magie noire dans l'eau des douves d'entrée. Peu importe les efforts de l'ennemi pour approcher, ils ne pourront pas entrer dans le village. Gérard, quant à lui, a été envoyé pour servir de dernière ligne de défense à la porte du village. La scène change, et nous voyons un soldat de Trison revenir à la base, rapportant que toute l'armée d'avancée a été vaincue. Le sous-commandant demande des informations sur qui les a attaqués, et le soldat explique que c'était un groupe d'aventuriers si puissant que même les monstres de rang B n'ont pas pu les arrêter, c'est pourquoi ils ne peuvent pas avancer. Profondément inquiet, le soldat ajoute que l'unité 5 les combat actuellement, et qu'il pourrait atteindre cet endroit bientôt. En entendant cela, le sous-commandant décide d'utiliser son arme secrète. Avant qu'il ne puisse agir, Melfina et Rion arrivent sur les lieux, incitant le sous-commandant à réveiller rapidement le seigneur géant. Le monstre se réveille, et en voyant sa taille énorme, Rion devient visiblement excité. La voyant si ravie, Neltina lui demande, ainsi qu'à Alex, de s'occuper du monstre. Elles acceptent de charger le seigneur géant, qui est un monstre de rang S. Cependant, lorsque Réan le frappe avec son épée, cela n'a aucun effet. Réalisant que son épée est cassée, Réan décide de devenir sérieuse et active sa compétence de héros appelée double arme. Elle se dirige ensuite vers la tête du monstre, brandissant les épées forgées pour elle par Kelvin et Will. On nous dit aussi qu'Alex peut manier une épée supplémentaire, leur permettant de lancer une attaque à 3 épées. Finalement, Rian et Alex parviennent à blesser le géant, ce qui étonne le sous-commandant. Il ordonne immédiatement au géant de se transformer. Le géant révèle sa vraie forme, devenant un démon de feu, mais même ainsi, Rion reste confiante de pouvoir le vaincre. Comme ses flammes sont plus faibles que celles de Sarah, Rion répète son attaque. Et cette fois, elle défait complètement le géant, tout comme elle l'a fait avec l'armée de Trison. Le protagoniste observe fièrement la croissance de Rion, mais il est ensuite soudainement pris au dépourvu par une attaque directe. Il parvient à se protéger, surprenant Clyde et ses troupes, qui ne s'attendaient pas à ce que leur frappe échoue. Le protagoniste est excité d'affronter un nouvel ennemi si puissant, et Clive, tout comme lui, est ravi de rencontrer sa nouvelle elfe préférée. Clive demande à Ephil de devenir son esclave, et tente de lancer un sort. Kelvin réalise rapidement que Clive essaie de charmer Ephil, et répond par une contre-attaque rapide. Clyde se présente et se moque du protagoniste, affirmant qu'il ne pourra jamais tenir tête au général des chevaliers magiques de Tricène, mais le protagoniste, visiblement enragé, lui crie de ne pas poser un seul doigt sur sa fille. Il utilise ensuite son oil d'évaluation pour analyser Clive, et découvre que ses statistiques sont axées sur une compétence unique appelée « regard charmant ». C'est alors qu'il réalise que Clive est aussi un individu réincarné, et l'interroge à ce sujet. Clive lui dit de ne pas être curieux, et est surpris de découvrir que l'œil d'évaluation de Kelvin surpasse même son camouflage de rang A. Kelvin ordonne ensuite à Ephil de retourner au village, car il prévoit de détruire la tour. Ensuite, il attaque l'armée des chevaliers magiques pour les repousser. Le protagoniste gagne assez de temps pour créer 4 lances d'obsidienne, et lance une autre attaque sur Clive. Clive parvient à arrêter l'attaque, alors Kelvin essaie à nouveau, mais avec le même résultat. Frustré, le protagoniste déchaîne encore plus d'attaques, essayant de percer les barrières entourant Clive. Mais Clive lui dit qu'aucune magie ou arme ne peut percer sa barrière hélicoïdale, qui détruit tout ce qu'elle touche. Cependant, il est surpris par la résilience des armes de Kelvin. Kelvin sourit, excité d'affronter enfin un ennemi puissant. Clive, ne comprenant pas son attitude, l'avertit de surveiller ses arrières. Quand le protagoniste se retourne, il réalise qu'il est encerclé et doit utiliser ses lances d'obsidienne pour se défendre. Clive lui dit de se rendre, pensant qu'être encerclé lui donne l'avantage, mais le protagoniste se contente de rire et déchaîne une attaque perçante qui brise la barrière hélicoïdale, laissant Clive visiblement inquiet. Puis Kelvin révèle que grâce à ses golems, imprégnés de leur propre volonté, ils ne souffrent plus d'être en infériorité numérique. Il les envoie au combat, leur donnant l'ordre de ne pas tuer les servantes de Clive, car il a l'intention de les libérer de leur enchantement. Nous voyons ensuite le protagoniste s'engager dans un combat direct contre le général, qui commence par un affrontement aérien. Ils se montrent mutuellement leurs techniques les plus puissantes, mais lorsque Clive lance une attaque, il finit aussi par frapper ses propres alliés. Cela met en colère le protagoniste qui accuse Clive de ne pas se soucier de ses camarades, puisqu'il les traite comme jetables. Clive rit du protagoniste qui s'inquiète de telles choses, et lui dit que dans ce monde, il est libre parce qu'il n'y a pas de règles. Il admet ensuite que, grâce au pouvoir qu'il a acquis en se réincarnant, il peut faire tout ce qu'il veut. Tout comme Kelvin, il apprécie le pouvoir qui leur a été donné et a réalisé qu'il est accro au combat. Kelvin admet qu'il est excité d'avoir autant de pouvoir. Cependant, il croit que si quelqu'un ne se soucie que de lui-même et pas des autres, cela en fait rien de plus qu'un ver. Clive, agacé par ces mots, active sa barrière hélicoïdale pour attaquer une fois de plus,
Pour cette raison, le protagoniste déchaîne toute sa puissance. Malheureusement, son arme se brise dans le processus, mais il parvient tout de même à blesser son ennemi. Clyde devient fou après avoir été blessé et promet de détruire Kelvin en utilisant sa magie de rang S. Kelvin lui dit d'y aller et est stupéfait de voir que le niveau de puissance de la magie de rang S dépasse même les catastrophes naturelles. Alors que Clyde prépare son attaque, ses effets se propagent partout, atteignant même la forêt et les elfes. Il présente son mouvement ultime au protagoniste, Barrière Tempête, ce qui fait réaliser à Kelvin que la situation a dangereusement dégénéré. Kelvin demande à Clotho de lui donner son bâton des ténèbres du désastre, qu'il a l'intention d'utiliser pour achever son ennemi, même si cela signifie détruire la forêt. Il déchaîne son attaque, Faux de la mort. Boreas brisant avec succès le sort de Clive et le blessant. Clive hurle de douleur en voyant ses jambes sectionnées et supplie le protagoniste de lui accorder sa miséricorde. Mais Kelvin se prépare à l'achever. Soudain, Clive disparaît. Un nouvel ennemi apparaît à sa place et se présente comme Tristan Faiz, général de l'armée semi-démon. Tristan révèle qu'il a sauvé Clive et admet être le cerveau derrière toute l'opération contre les elfes. En entendant cela, Kelvin lui dit qu'il devra payer aussi, juste après avoir livré Clive. Cependant, Tristan refuse, disant que Clive lui est toujours utile. Quand il dit cela, Kelvin marque une pause et demande si Clyde est réellement un être invoqué, ce qui surprend Tristan. Même ainsi, Tristan décide qu'il est temps de battre en retraite, admettant qu'ils ont perdu. La scène change, et nous voyons Éphil expliquer à Nelrez ce qui s'est passé. Nelrez, en apprenant que leurs ennemis étaient vaincus, ordonne à son peuple de préparer un festin en signe de gratitude. Pendant ce temps, Neltina, Ryan et Sarah rivalisent pour voir qui est la plus rapide, car chacune veut être la première à recevoir les éloges de Kelvin. Au final, Ryan invente un nouveau sort et parvient à battre les autres filles, qui la félicitent pour ses progrès impressionnants. De retour au château de Trison, Clive se réveille enchaîné. Tristan lui dit qu'il a déjà guéri ses jambes, mais seulement pour pouvoir le torturer en utilisant les armes maudites préparées par Gildora. Contrairement à Clive, un autre individu réincarné est considéré comme le sujet parfait. Dans la scène suivante, nous voyons le groupe profiter du festin dans le village. Cependant, Kelvin se tient à distance de la célébration, ce qui pousse Éphil à aller vers lui. Il lui confie qu'il est reconnaissant d'avoir rencontré tout le monde et promet d'utiliser son pouvoir pour les protéger. Eiffel lui dit qu'elle est venue lui montrer l'objet que l'aîné lui a donné, qui appartenait autrefois à sa mère, Lumo. Elle avoue aussi qu'elle est heureuse d'être venue ici, car tout le monde la traite avec gentillesse, et parce qu'elle a enfin découvert ses origines, Kelvin est heureux pour elle et propose de lui placer dans les cheveux l'objet qui appartenait autrefois à sa mère. Pendant qu'il le fait, Eiffel le remercie, et en profite pour lui demander si elle peut rester à ses côtés pour toujours. Le protagoniste sourit et dit oui. Ils sont alors interrompus par leur compagnon légèrement ivre, qui venait pour les chercher. Mais soudain, une fille Eldon apparaît pour remercier le protagoniste et lui faire un câlin. Elle s'excuse rapidement d'avoir été trop familière et décide de se présenter. À la surprise générale, elle se présente comme Leonard Gone, le roi des bêtes. Kelvin lui demande si elle est une fille, mais il répond que non, il a juste utilisé un objet pour changer son apparence. Ayant observé la performance de Kelvin durant l'examen, Leonard l'informe qu'il a réussi et qu'il a été promu au rang S. Dans 4 jours, la cérémonie officielle de promotion aura lieu, où Kelvin devra affronter 4 autres aventuriers de rang S. Puisque cela coïncide avec le festival national, Leonard lui conseille d'être bien préparé. Kelvin est ravi d'entendre cela, excité à l'idée de combattre de puissants aventuriers de rang S et de satisfaire sa soif de combat.